Le modeste fish and chips. Il n'est pas tout à fait clair comment ou même quand ce petit repas pittoresque mais copieux est devenu le plat officiel des habitants des îles britanniques. Mais ce qui est connu, c'est que pendant la première moitié du XXe siècle, il était devenu aussi typiquement britannique que le cricket et la famille royale. L'un des types de poissons les plus couramment inclus dans le repas était la morue trouvée dans la mer du Nord, et les chalutiers de pêche britanniques ont fouillé la région entre l'Écosse et l'Islande à la poursuite de cette ressource apparemment illimitée de la mer. Cependant, au milieu du XXe siècle, ce serait la poursuite de ce poisson inoffensif qui conduirait à une série de crises diplomatiques et parfois de confrontations sur les eaux nordiques orageuses et stratégiquement importantes qui, si elles n'étaient pas correctement gérées, menaçaient de dégénérer hors de contrôle et pourraient même entraîner les superpuissances. C'est une histoire de David et Goliath où une petite flotte de patrouilleurs de la garde côtière islandaise s'est confrontée à la puissante Royal Navy, qui s'est retrouvée les mains liées par des réglementations et des changements d'attitude et de loi qui ont prouvé que parfois la plume est vraiment plus puissante que l'épée. C'était une série de guerres factices où la fierté, le principe et la règle de droit, et oui, le poisson, ont abouti à la piraterie, aux béliers délibérés de navires et même à des tirs d'armes à feu les uns contre les autres. Et tout cela se passait dans un endroit stratégiquement vital du monde, pris dans le jeu du bord de l'abîme nucléaire de la guerre froide. Aujourd'hui, nous allons examiner les guerres de la morue entre l'Islande et le Royaume-Uni et comment elles ont impacté les nations impliquées et au-delà. Bienvenue dans les guerres du monde. En tant que nation insulaire, le Royaume-Uni a toujours naturellement considéré les océans comme une ressource majeure pour nourrir sa population, surtout lorsque cette population a commencé à augmenter considérablement au XVIIIe et XIXe siècle. Des flottes de pêche ont émergé sur tout le littoral du Royaume-Uni et de nombreuses villes ont commencé à se construire autour de cette industrie. Située sur la côte nord-est de l'Angleterre, dans le Yorkshire, se trouve la ville de Kingston-upon-Hull, mais connue simplement sous le nom de Hull, et c'est de là, de la ville de Lincolnshire de Grimsby, que la majeure partie de la flotte de chalutiers de pêche hauturière de Grande-Bretagne a pris de l'importance à la fin du XIXe siècle. Initialement dédiées à la chasse à la baleine, les flottes se sont tournées vers le chalutage au nord des îles britanniques et autour de l'Islande suite au déclin de cette industrie. L'arrivée des navires à vapeur signifiait que le vent n'était plus un facteur déterminant pour leur départ en mer, et tant qu'il y avait du charbon pour la chaudière, les navires pouvaient être en mer pour pêcher. C'était une période de prospérité pour la flotte britannique en haute mer, notamment grâce au commerce croissant de la morue. Mais c'était un travail difficile, et seuls les hommes les plus robustes pouvaient accéder à la position très convoitée de capitaine d'un chalutier de pêche en haute mer. Peu d'hommes étaient aussi respectés dans leur communauté que les capitaines, connus sous le nom de skipper, mais si vous en rencontriez un dans la rue, il pourrait ne pas ressembler à ce que vous vous attendiez à voir. Reflet de leur statut, les capitaines de chalutiers à terre étaient souvent habillés plus comme des directeurs de banque, en costumes élégants, chaussures chics, et ils étaient en bien soignés. Pourtant, ne vous y trompez pas, devenir capitaine ne signifiait pas que vous aviez la vie facile. Obtenir ce poste était une chose, mais le conserver en était une autre, et la concurrence était féroce, les capitaines poussant souvent leurs hommes et leurs navires à bout pour ramener la pêche. Même pas 2 guerres mondiales n'ont arrêté les flottes de sortir, et le poisson était l'un des rares aliments largement disponibles dans une Grande-Bretagne affamée à mort par les sous-marins qui se sont également mis à bombarder les bateaux de pêche. Après la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques étaient très reconnaissants de l'aide des flottes de pêche pour leur survie. L'Islande, quant à elle, était sous la couronne danoise tout au long du XIXe siècle, mais son importance était souvent négligée, étant peu peuplée et son climat extrêmement inhospitalier et sujet aux éruptions volcaniques. Alors que de plus en plus de personnes émigraient d'Islande vers le Canada et les États-Unis, sa population fluctuait tout au long de la période autour de la barre des 70 000, ce qui, pour donner une perspective, était à peu près l'équivalent de Grimsby seul, bien que le pays soit près de la moitié de la taille de la Grande-Bretagne. Les habitants de cette terre rude ont rapidement développé un sentiment d'identité et une forme de nationalisme, développés alors qu'ils cherchaient une plus grande autonomie par rapport au Danemark, jusqu'au 1er décembre 1918, date à laquelle le pays a obtenu une pleine autonomie avant de devenir une république en 1944.
En tant que nation indépendante, l'Islande a dû établir sa propre économie, mais avec un terrain difficile pour l'agriculture ou l'industrie et avec une population littéralement inférieure à celle de la plupart des petites villes européennes, le jeune pays s'est retrouvé à dépendre fortement des riches océans qui l'entourent, la pêche représentant finalement environ 89% de l'économie. Mais même alors, ce sont les bateaux étrangers du Royaume-Uni, de Belgique, de Norvège et d'Allemagne de l'Ouest qui ont le plus profité de la région, malgré l'interdiction de pêcher à moins de 3 miles de la côte islandaise. Cependant, une chose en leur faveur était la popularité de la morue dans le Royaume-Uni ravagé par la guerre, qui avait besoin d'un régime alimentaire copieux, savoureux, mais bon marché. Entre 1950 et 1970, le Royaume-Uni consommait environ 430 000 tonnes de morue par an, et lorsque leur propre flotte de pêche ne pouvait pas fournir le total, les marchés britanniques se tournaient vers la flotte islandaise pour obtenir de l'aide, le Royaume-Uni devenant rapidement le plus grand exportateur de poissons pour l'Islande. Pendant ce temps, l'Islande a eu un impact majeur sur la scène mondiale dans les troubles croissants de la guerre froide entre l'Ouest démocratique et l'Est communiste, en adhérant à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Cela a non seulement permis aux navires et aux avions de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord d'opérer depuis l'Islande, mais a également offert à sa petite population une protection militaire énorme semblable à celle de tout autre pays d'Europe occidentale. Un élément clé de l'implication de l'Islande dans l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord a été l'établissement d'une importante base aérienne pour la marine américaine à Keflavik, les États-Unis assumant la responsabilité de la défense et de la sécurité de l'Islande. La base de Keflavik deviendrait l'une des plus importantes de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Les navires de guerre et les sous-marins de la flotte du Nord soviétique étaient handicapés par l'emplacement de leur base, ce qui signifiait que si une guerre éclatait jamais en Europe, ils devraient naviguer dans la zone entre le Royaume-Uni, l'Islande et le Groenland afin de menacer les convois traversant l'Atlantique Nord avec des renforts des États-Unis et du Canada. Cela est devenu connu sous le nom de Great Gap, et Keflavik a aidé à boucher le milieu avec sa force de patrouille maritime et d'avions de surveillance électronique. Alors que les Soviétiques commençaient à déployer des sous-marins lance-missiles armés de missiles nucléaires, l'importance de la base a augmenté. Cependant, les questions des droits de pêche devenaient un sujet de plus en plus sensible, non seulement pour le peuple islandais, mais aussi généralement en Europe. Le Royaume-Uni s'est retrouvé engagé dans un litige juridique avec la Norvège à la fin des années 1940 concernant les droits de pêche au large de la côte norvégienne, la Cour internationale de justice ayant statué en faveur de la Norvège. Encouragés par cela, les Islandais, qui avaient l'impression qu'on leur volait leurs principales ressources par la surpêche dans les eaux qu'ils considéraient comme les leurs, ont commencé à faire des efforts pour restreindre les chalutiers étrangers, principalement britanniques, autour de leur propre littoral. Cette crainte n'a été qu'accentuée par la peur grandissante que si les Britanniques et une poignée d'autres nations européennes continuaient à produire des récoltes aussi importantes qu'elles l'avaient été, alors les stocks de morue en particulier s'épuiseraient, ce qui serait dévastateur pour l'économie islandaise. Même avec la limite des 3 miles en place, un accord entre le Danemark et le Royaume-Uni, alors que l'Islande était encore un territoire danois, permettait aux chalutiers britanniques de chercher un abri contre les tempêtes dans cette limite, à condition qu'ils rangent leur matériel de pêche. Cela signifiait que même dans des conditions météorologiques défavorables, les chalutiers pouvaient éviter de rentrer chez eux et les coûts associés au carburant et à une prise insuffisante. Non seulement les Islandais ne considérèrent plus l'accord comme légitime, car il avait été conclu par ce qui était maintenant un autre pays, mais ils prévoyaient en outre d'étendre la limite de pêche d'1 mile, passant de 3 à 4. Cette nouvelle limite est entrée en vigueur le 15 mai 1952. Cela n'a pas eu un impact massif sur la flotte de chalutiers britanniques en termes de capture, mais la nouvelle position islandaise leur interdisait de s'abriter pendant les tempêtes. Des centaines de chalutiers britanniques ont abaissé leur drapeau à mi-mât, marquant ce que les cercles de pêche ont appelé le jeudi noir. La colère publique a contraint le gouvernement britannique à entamer une série de négociations pour parvenir à un accord avec l'Islande afin de régler ce différend. Lorsque ces discussions semblaient ne mener nulle part, les Britanniques ont imposé une interdiction sur l'importation de poissons islandais au Royaume-Uni, espérant nuire à l'économie islandaise et les forcer à revenir au moins aux anciennes conditions. Les Islandais étaient furieux, car sans solution,
cela risquait de paralyser leur économie. C'est ici que la vision du monde plus large est entrée en jeu et a fait pencher la balance en défaveur du Royaume-Uni. Alors que la majeure partie du monde prêtait peu d'attention à ce qui semblait n'être rien de plus qu'un simple litige juridique, l'Union soviétique a vu une opportunité de se faire bien voir du gouvernement islandais, ce qui pourrait à long terme saper l'influence de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, peut-être même conduire à la fermeture de la base aérienne de Keflavik. Bien qu'ils n'aient pas réellement besoin du poisson, compte tenu de leur propre stock vaste, les Soviétiques ont néanmoins commencé à acheter le poisson islandais interdit par la Grande-Bretagne. Réalisant la situation, les États-Unis ont aussi commencé à acquérir les stocks de poissons pour contrecarrer l'effort soviétique et gagner de l'influence en Islande. Ainsi, plutôt que d'être punis, l'interdiction britannique sur le poisson islandais a en fait vu deux grandes puissances économiques injecter de l'argent dans le pays, ce qui a annulé tout impact à long terme significatif qui aurait eu lieu et a sérieusement affaibli la position de négociation de la Grande-Bretagne. En 1956, l'Organisation pour la coopération économique européenne, précurseur spirituel de l'Union européenne d'aujourd'hui, dont l'Islande et le Royaume-Uni étaient membres, a accepté de soutenir la position de l'Islande. La Grande-Bretagne a abandonné à contre-cœur son ambition d'annuler la décision de l'Islande, mais certains capitaines de chalutiers britanniques ont continué à franchir la nouvelle limite de 4 milles. Les premières amendes imposées aux chalutiers trouvés à l'intérieur des limites n'étaient pas toujours compensées par les récompenses potentielles d'une prise réussie, et c'est ainsi qu'a commencé un jeu du chat et de la souris entre les pêcheurs de chaluts britanniques et la garde côtière islandaise. Cela a encore plus irrité le gouvernement islandais, qui a commencé à augmenter les amendes à la fois comme moyen de décourager les incursions et de financer l'application de la nouvelle limite de 4 milles. Bien que toute cette affaire ne soit pas considérée comme l'une des guerres de la morue, elle donnerait un avant-goût des événements parfois extraordinaires qui allaient se produire. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, le début de la guerre froide et l'essor des Nations unies en tant qu'organe juridique international, le monde d'après-guerre a subi des changements dramatiques par rapport aux décennies précédentes, et en ce qui concerne la manière dont les différends étaient gérés et réglés. C'était particulièrement visible dans l'exploitation et la récolte croissante des mers. Les lois régissant les droits territoriaux sur les mers n'étaient pas particulièrement claires, bien qu'en général, elles se conformaient à une décision du juriste et philosophe néerlandais Hugo Grotius, considéré par beaucoup comme le père du droit international. Il a décidé en 1609 que la mer devrait être ouverte à quiconque avec des intentions pacifiques, et cela a contribué à forger la politique de la liberté des mers. Cette politique était généralement acceptée par toutes les nations maritimes, car s'y opposer entraînerait probablement que d'autres nations imposent à leur tour leurs propres restrictions. Et en fin de compte, seules les nations les plus fortes exerceraient leur domination sur les océans. Cependant, il a également été convenu qu'il n'était dans l'intérêt d'aucune nation que les navires soient autorisés à naviguer jusqu'à leur littoral sans aucune permission, car cela pourrait inviter à des attaques surprises. Par conséquent, un autre Hollandais, le théoricien du droit Cornelius van Bindeschoek, a rédigé en 1702 une règle selon laquelle la revendication d'une nation sur les mers devrait être limitée à la portée d'un obus de canon tiré depuis la terre. Cela se traduisait par une portée de 3000 nautiques et cela a été généralement accepté partout dans le monde jusqu'au milieu du XXe siècle où le précédent règlement semblait avoir été jeté par la fenêtre et il y avait maintenant des nations cherchant activement à revendiquer les mers à des dizaines voire des centaines de milles de leur rivage. Reconnaissant les risques pour la paix que présentaient de telles revendications territoriales, en 1958, les Nations unies ont présidé la première conférence sur le droit de la mer qui visait à fixer des limites à cette expansion, et parmi les membres participants se trouvait l'Islande. Après leur victoire de 1956, l'Islande, ayant récemment élu un gouvernement de gauche, a débuté les négociations avec de nouvelles demandes contre les pêcheurs britanniques et européens autour de leurs terres. Ils voulaient établir une zone d'exclusion économique, ou zone d'exclusion économique qui empêcherait désormais les navires de pêche étrangers d'opérer à moins de 12 miles de leur côte, une augmentation de 200%. Ayant été contraints d'accepter la limite précédente, le gouvernement britannique et leur flotte de pêche étaient furieux et ont refusé de se conformer à ces exigences. L'Organisation des Nations unies n'a pas pu parvenir à une conclusion ferme sur de nombreux problèmes que la Convention était censée aborder,
y compris l'extension de l'Islande. Et donc, à minuit le 1er septembre 1958, le gouvernement islandais a fait de la limite des 19,3 km une loi, indépendamment de l'avis de la communauté internationale. La condamnation de cette démarche par l'Islande a été généralisée, et en plus des protestations attendues de pays comme le Royaume-Uni, de nombreux pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ont également exprimé leur désapprobation de la revendication de l'Islande. Mais le gouvernement à Reykjavik, la capitale de l'Islande, est resté ferme et a averti que tout navire de pêche non islandais trouvé à moins de 19,3 km de leur côte serait saisi et leur capitaine condamné à une amende ou emprisonné. Mais Londres n'était pas non plus disposé à céder, citant la revendication islandaise comme une violation du droit international et que les chalutiers britanniques avaient des revendications historiques sur la région. Ainsi, alors que les deux parties tentèrent de trouver une solution diplomatique, Londres a refusé d'empêcher ses chalutiers de pêcher jusqu'à la précédente limite de 4 milles. La garde côtière islandaise était équipée de 6 petits bateaux armés et d'un seul hydravion patrol, Bomber Consolidated Aircraft Catalina, pour faire respecter la nouvelle zone d'exclusion économique, et ils devaient faire face à un nombre de chalutiers britanniques bien supérieur au leur. La croyance était que si une démonstration forte était faite dès le début, cela dissuaderait les autres bateaux de pêcher dans leurs nouvelles limites. Cependant, la garde côtière islandaise n'avait pas su apprécier la détermination des capitaines de chalutiers britanniques, dont beaucoup étaient des vétérans de guerre ayant affronté les sous-marins allemands. Il y avait aussi la question de maintenir leur position au sein de leur flotte de chalutiers, ce qui nécessitait une bonne réputation pour ramener le poisson à la maison. Par conséquent, de nombreux capitaines britanniques voyaient la crise diplomatique actuelle comme un moyen de se faire un nom et de sécuriser leur carrière en emmenant leurs bateaux dans les nouvelles limites à la recherche de la morue. La garde côtière islandaise est donc passée à l'action contre eux, mais lorsqu'ils ont contacté par radio les chalutiers britanniques en leur demandant de s'identifier puis de les suivre jusqu'au port, ils ont reçu une réponse plutôt bruyante à la radio. Les équipages des chalutiers britanniques répondaient en diffusant des enregistrements de Britannia et de Land of Hope and Glory sur les ondes et continuaient leur pêche. En réponse, la garde côtière islandaise a commencé à monter à bord des chalutiers pour les saisir et les emmener au port. Du point de vue britannique, cela revenait à de la piraterie, et la seule réponse a été de déployer la Royal Navy pour protéger les pêcheurs britanniques dans 3 zones de pêche clés, les fjords de l'ouest au nord de Horn et au sud-est de l'Islande. La première rencontre inévitable entre la garde côtière islandaise et la Royal Navy arriverait bientôt. Juste 3 jours après que le gouvernement islandais a déclaré la nouvelle zone en vigueur, le navire de la garde côtière islandaise Aegir a tenté de saisir un chalutier britannique opérant au large des fjords de l'Ouest, dans la limite des 12 miles, lorsqu'il a été bloqué par la frégate anti-sous-marine Her Majesty's Ship Russell. Les 2 navires sont entrés en collision dans le processus, bien que pas à un point tel qu'ils menacent sérieusement l'un ou l'autre. C'était la première collision entre les 2 parties, mais ce ne serait en aucun cas la dernière. Le 10 septembre, le navire de la garde côtière islandaise Thor était en train d'embarquer le chalutier Northern Foam, lorsque la frégate Her Majesty's Ship Eastbourne est intervenue. Le capitaine de Thor a refusé les instructions de l'Eastbourne pour retirer ses hommes, et donc une équipe d'embarquement britannique est montée à bord pour prendre l'équipe d'embarquement islandaise en garde à vue. Les gardes-côtes islandais ont été accueillis par l'équipage de l'Eastbourne, tous 2 amicaux, pendant que les navires britanniques se dirigeaient vers Keflavik pour les remettre aux Américains. La réponse britannique d'envoyer des navires de guerre a provoqué une foule en colère devant l'ambassade britannique à Reykjavik, protestant contre la lourdeur de Londres. L'ambassadeur britannique Sir Andrew Gilchrist a décidé de répondre aux protestations en jouant de la musique forte depuis son gramophone, y compris des enregistrements de musique de cornemuse de sa terre natale d'Écosse. Aussi comique que cela ait pu paraître à de nombreux étrangers, le conflit grandissant de ce qui était bientôt décrit dans la presse britannique, comme la guerre de la morue, ébranlait les nerfs de l'alliance de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, alors que 2 membres clés, l'un pour ses atouts militaires et politiques et l'autre pour sa position stratégique, étaient en conflit l'un avec l'autre. Cette situation ne semblait qu'empirer au fil des jours, jusqu'au 6 octobre lorsque le navire islandais Maria Julia a tenté de monter à bord du chalutier Kingston Emerald. Encore une fois, le chalutier britannique a refusé d'admettre qu'il pêchait illégalement, et en réponse, le Maria Julia a ouvert le feu
envoyant 3 obus en direction du navire britannique, dont le capitaine s'est immédiatement tourné vers la mer. Cela a été perçu comme une escalade inquiétante, de sorte que chaque rencontre entre les deux côtés devenait de plus en plus tendue, car une erreur pourrait conduire les deux côtés à se tirer dessus. Dans ce contexte, le 12 novembre, le navire islandais Thor a rencontré le chalutier Hackness et lui a ordonné de s'arrêter pour qu'il puisse être abordé. Le capitaine du Hackness a refusé, ce qui a poussé le Thor à tirer 2 coups à blanc et un coup de semonce réel de son étrave. Hackness s'est finalement arrêté, mais ensuite le Her Majesty's Ship Russell est apparu sur les lieux et a averti le navire islandais de ne pas intervenir avec le Hackness, car il n'était pas dans la limite des 4 milles officiellement reconnus par le gouvernement britannique. Le capitaine du Thor a ignoré le Russell et a ordonné à ses hommes d'approcher le chalutier avec leurs canons armés. Cela a forcé le capitaine du Her Majesty's Ship Russell à préparer ses propres canons pour l'action, menaçant de couler le bateau islandais s'il tirait sur le Hackness. Face à l'impasse, des navires britanniques supplémentaires ont convergé vers la zone. Conscient de l'impossibilité de rivaliser avec le Russell et les autres navires en approche, le capitaine de la garde côtière islandaise a laissé le Hackness quitter la zone sans intervention. Il était clair pour tout le monde que si elle le souhaitait, la Royal Navy pourrait simplement faire sauter toute la garde côtière islandaise hors de l'eau en moins d'une journée. Politiquement, c'était totalement inenvisageable. Bien que les Britanniques aient eu la puissance de feu pour protéger leurs navires de pêche, ils ont également fait preuve d'une énorme retenue dans leur gestion des incidents. Cela a laissé les gardes islandais se demander quels étaient exactement les ordres de la Royal Navy pour gérer cette crise. Et jusqu'où pouvaient-ils pousser les marins britanniques avant qu'ils ne commencent à tirer? Et comment chaque côté serait-il perçu après coup? Par conséquent, la garde côtière islandaise a adopté une nouvelle politique consistant à tenir des registres minutieusement détaillés des chalutiers opérants, à leur avis, illégalement dans leurs eaux, accumulant des preuves d'une affaire criminelle internationale. Pendant ce temps, les décideurs politiques à Londres étaient extrêmement nerveux quant au coût des opérations de la Royal Navy en termes d'argent, de carburant, de main-d'œuvre et de ressources, tous de plus en plus rares pour une Grande-Bretagne d'après-guerre à court d'argent. 5 mois après le début du déploiement de la Royal Navy, Lord Carrington, le premier seigneur de l'amirauté, a rapporté que la flotte avait utilisé pour un demi-million de livres de carburant, soit environ 9,7 millions de livres en 2021. Tout cela pour déployer quelques 37 navires de guerre et 7000 marins pour repousser seulement 6 canonnières islandaises et leurs équipages combinés de 100 hommes. Ce coût s'ajoutait à la part de la Grande-Bretagne au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord pour contenir l'Union soviétique, avec qui les relations semblaient être dans une spirale descendante sans fin au début des années 1960. Les Britanniques refusant de céder, les Islandais ont estimé qu'ils n'avaient d'autre choix que de jouer la seule carte qui leur restait en main. Ils ont menacé de fermer la base de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord à Keflavik et d'expulser le personnel américain qui y était stationné. Cela aurait été désastreux pour la position de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord dans le contrôle des approches des bases de sous-marins nordiques de la flotte soviétique. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord a donc endossé un rôle de médiateur dans le conflit, sa présence renforçant nettement la position de l'Islande. Avant tout, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord devait garder Keflavik ouvert et l'Islande de son côté. Le Royaume-Uni n'allait pas se retirer de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord pour des droits de pêche, et tout ce que les Islandais avaient à faire était de garder leur sang-froid pendant les médiations. Enfin, en février 1961, un accord a été conclu, qui a vu la reconnaissance formelle d'une limite de 19,3 km nautiques ou 22 km pour les navires de pêche non islandais. Cependant, les Islandais ont fait une concession, et c'était de permettre aux chalutiers de pêche britanniques d'opérer dans des zones sélectionnées à certaines saisons jusqu'à la limite extérieure de 9,6 km nautiques ou 11 km à l'intérieur de la zone d'exclusion économique de l'Islande pendant jusqu'à 3 ans. De plus, les deux parties ont convenu que tout désaccord futur concernant les droits de pêche serait réglé à la Cour internationale de justice à La Haye. Les efforts pour vendre l'accord en Grande-Bretagne comme un accord mutuellement bénéfique sont tombés dans l'oreille d'un sourd, et il a été vu comme une défaite par les équipages de chalutiers britanniques, ce qu'il était bien sûr très largement. La guerre de la morue était terminée, mais alors que la flotte de chalutiers britanniques avait subi un coup,
ils avaient au moins survécu et pêchaient toujours les riches fonds au sud de l'Islande jusqu'à la limite des 19,3 km, sans interférence. Au fur et à mesure que les années 1960 avançaient, les inquiétudes principales de la Grande-Bretagne étaient la guerre froide, la relance économique post-Seconde Guerre mondiale et l'instabilité grandissante en Irlande du Nord. Les pêcheurs britanniques, toujours amers suite à la guerre de la morue impactant leur industrie, acceptent maintenant majoritairement la limite des 19,3 km. Cependant, à l'insu de beaucoup en Europe à l'époque, les choses sous les vagues prenaient un tournant dramatique. Les mers entre l'Islande et la Norvège étaient riches en harengs, et comme l'industrie de la morue au Royaume-Uni, elles étaient très rentables pour l'industrie de la pêche scandinave. L'efficacité des bateaux de pêche scandinaves avait été grandement augmentée par de nouvelles technologies qui leur permettaient non seulement de suivre d'énormes bancs de harengs sous l'eau à l'aide de sonars, leur permettant de chasser leurs prises, mais aussi de les traiter en mer à l'aide de navires-usines, ce qui améliorait la qualité de la prise et augmentait le délai de mise sur le marché. Le milieu des années 1960 a connu une période de boom en conséquence, avec un stupéfiant 2 millions de tonnes de harengs pêchés en 1966. Mais cela ne pouvait jamais durer. L'effondrement a été tout aussi dramatique que l'explosion des captures. Avec la population de harengs sauvagement réduite de cette manière, il y avait moins de poissons suffisamment matures pour repeupler l'espèce, et les chiffres ont chuté. Juste 5 ans après la prise record, le nombre de harengs ramenés ne dépassait guère les 20 000 tonnes. Associé au changement climatique qui se produisait dans la région et qui affectait la repopulation, on s'attendait à ce que le hareng soit éteint d'ici la fin de la décennie, ce qui a forcé des réductions strictes sur la quantité de harengs qui pouvaient être capturés chaque année pour permettre au nombre de poissons de se reconstituer, quelque chose qui prendrait 20 ans. Pendant ce temps, bien sûr, la flotte de pêche scandinave construite autour du hareng a elle-même été pratiquement éteinte, subissant d'énormes pertes d'emplois et d'énormes pertes de revenus. Cela était bien sûr assez mauvais pour la Norvège, mais c'était presque une perspective apocalyptique pour la petite population de l'Islande. Près de 80% d'entre eux dépendèrent de l'industrie de la pêche, qui était affaiblie par la pénurie de harengs. Si les stocks de morue déclinent, cela pourrait faire chuter l'économie. Les scientifiques britanniques et islandais ont commencé à surveiller les niveaux de morue et à leur horreur, une chose similaire se produisait avec la morue comme avec le hareng scandinave, les nombres de morues entre 1970 et 1972 ayant chuté de près d'un tiers. Il fallait faire quelque chose pour empêcher l'industrie de la morue islandaise de s'effondrer. Et donc l'Islande a choisi d'étendre sa zone d'exclusion économique de 12 miles à 50 miles. Comme prévu, cela a suscité une réaction hostile de la plupart de l'Europe, y compris des pays de l'ancien adversaire militaire de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, le Pacte de Varsovie. Ils ont soutenu que si l'Islande était autorisée à maintenir une zone d'exclusion économique de cette taille, cela créerait un précédent pour d'autres nations européennes de faire de même, étouffant ainsi d'autres flottes de pêche. Conformément à leur accord avec la Grande-Bretagne, en 1961, l'Islande a accepté de présenter son cas à la Cour internationale de justice, à La Haye, pour trancher le litige. Mais même avant d'y assister, les gouvernements islandais ont déclaré que, quel que soit le jugement de La Haye, ils imposeraient une zone d'exclusion économique de 50 miles pour protéger les stocks de morue et l'économie islandaise. L'Islande a soutenu que la limite de 50 miles était nécessaire pour contrôler la pêche dans la zone au large de la côte nord et est de l'Islande, où se trouvaient les principales pépinières de morue. Cela aiderait à rendre les stocks de morue plus durables à long terme. Le gouvernement britannique, entre-temps, sous la direction du conservateur Edward Heath, a proposé de faire des concessions qui permettraient aux chalutiers britanniques de continuer à pêcher, mais l'Islande a refusé de céder. Cela a conduit beaucoup de personnes en Grande-Bretagne à accuser l'Islande d'agir illégalement, et même que le gouvernement islandais actuel, sous le parti progressiste d'Olafur Johannesson, est impliqué dans un complot marxiste pour affaiblir l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. La Cour internationale de justice a statué en faveur de la Grande-Bretagne, mais bien sûr cela importait peu à l'Islande, qui a voté la nouvelle zone d'exclusion économique de 50 miles dans leur loi,
la déclarant en vigueur à partir du 1er septembre 1972 et ainsi la Deuxième Guerre de la Morue a commencé. La Grande-Bretagne refusant de reconnaître les nouvelles limites, les chalutiers britanniques ont continué à opérer entre 12 et 50 miles de la côte. Se rappelant la méticulosité de la garde côtière islandaise lors de la précédente guerre de la Morue, les équipages des chalutiers britanniques ont masqué les noms et numéros de leurs bateaux et hissé le drapeau Jolly Roger. Cela a dérouté beaucoup d'hommes de la garde côtière islandaise, car ils étaient devenus si familiers avec les navires britanniques, dont beaucoup avaient été construits avant la Seconde Guerre mondiale, qu'ils les reconnaissaient à leur design seul. Craignant d'être abordés, les pêcheurs de chaluts britanniques ont commencé à couvrir les côtés de leurs coques et leurs gréements avec des filets pour empêcher tout garde-côte de monter sur leur pont. Certaines équipes sont allées encore plus loin et ont même fabriqué des lances pour percer le revêtement de tout canot pneumatique qui essayait de s'approcher. Cette fois, les pêcheurs de chaluts britanniques étaient prêts pour un combat, mais ils ignoraient que l'Islande s'apprêtait à changer les règles du jeu. La Grande-Bretagne n'était pas la seule touchée par la nouvelle limite, et lorsque le 1er septembre est arrivé, le gouvernement ouest-allemand a déployé 3 remorqueurs de haute mer pour protéger leurs chalutiers opérant dans la région. Les remorqueurs avaient des coques renforcées, qui non seulement les rendaient aptes à opérer dans l'environnement difficile des eaux autour de l'Islande, mais pouvaient mieux leur permettre de survivre à des collisions ou même à des éperonnages délibérés, alors qu'ils bloquaient toute tentative d'embarquement par la garde côtière islandaise. Ils étaient également considérés comme plus politiquement acceptables que l'envoi de navires de guerre. Les entreprises de pêche britanniques, qui possédaient les bateaux, ont également exigé une protection, mais Londres espérait toujours une solution diplomatique. Puis, le 5 septembre 1972, le chalutier Peter Scott a été repéré par le navire de la garde côtière islandaise Aegir, un navire plus récent que le précédent du même nom. S'attendant à ce que la garde côtière islandaise tente de monter à bord, l'équipage du Peter Scott a été surpris de voir l'Aegir naviguer derrière eux, perpendiculaire à leur trajectoire, traînant un fil dans l'eau. Soudain, la tension dans les fils tirant le filet derrière eux a cédé, et ils ont réalisé qu'ils venaient de perdre toute leur prise. La garde côtière islandaise venait pour la première fois d'utiliser son arme ultime pour faire respecter sa nouvelle zone d'exclusion économique, le coupe-filet. Avec la perte de leur prise et des filets coûteux, ajoutés au temps qu'il faudrait pour réparer et redéployer les filets, ce qui ne faisait qu'ajouter au temps qu'ils passaient en mer, l'équipage du Peter Scott était furieux. Ils ont hurlé des insultes à la radio, puis se sont rapprochés du navire de la garde côtière pour lui lancer tout ce qu'ils avaient, y compris une hache d'incendie. Alors que le gouvernement islandais voyait l'utilisation du coupe-filet comme un moyen idéal de faire respecter leur zone d'exclusion économique, sans les dangers qu'une équipe d'abordage tente de saisir le chalutier, ou en tirant dessus avec leurs armes, la condamnation de son utilisation était répandue, et pas seulement pour des raisons économiques. La tension dans les câbles traînant les filets de pêche derrière un chalutier était telle qu'il craignait que le câble coupé ne se rétracte vers le chalutier et ne blesse gravement les pêcheurs sur le pont. Cette crainte s'est réalisée le 25 novembre 1972 lorsque la garde côtière islandaise a coupé les filets du chalutier ouest-allemand Erlingen. Un membre de l'équipage à bord a été renversé par le câble, ce qui lui a causé une fracture du crâne. La garde côtière islandaise a rétorqué, affirmant que de tels incidents étaient rares et que couper les filets si loin signifierait que l'eau de mer amortirait considérablement l'énergie lorsque le câble se romprait. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont également ajouté que selon la loi islandaise, ils n'auraient de toute façon pas dû pêcher là-bas. Au cours des mois suivants, la garde côtière islandaise couperait 82 filets de navires de pêche étrangers, 18 en une seule journée en janvier 1973. Les pêcheurs britanniques étaient aussi furieux contre la réponse tiède du gouvernement britannique que contre la garde côtière islandaise pour avoir coupé leurs filets. Après avoir menacé de cesser de prendre la mer, ce qui aurait été politiquement et économiquement coûteux pour le gouvernement de Heath, une force de protection a été constituée pour les chalutiers. Les pêcheurs de chaluts voulaient des frégates. Ils ont plutôt obtenu des remorqueurs. Les Lloydsmen et les Statesmen étaient 2 grands remorqueurs chargés de faire obstruction chaque fois que la garde côtière islandaise se présentait, tentant de couper les filets de tout chalutier britannique. Les remorqueurs effectuaient des patrouilles de 2 mois, changeant d'équipage à Greenock en Écosse, avant de repartir avec les chalutiers.
Malgré leur apparence impressionnante, les Lloydsmen étant les plus grands remorqueurs de Grande-Bretagne à l'époque, les pêcheurs de chaluts britanniques étaient sceptiques quant à leur efficacité potentielle. Non armés et plus lents que les navires de la garde côtière islandaise, ils avaient toujours la possibilité de déjouer les remorqueurs. Quoi qu'il en soit, ils étaient mieux que pas de protection du tout. Alors que les remorqueurs commençaient leur fonction de protection, les pêcheurs britanniques ont eu une sorte de répit lorsque le 25 janvier 1973, le volcan de l'île islandaise de Heimaey a éclaté, provoquant une évacuation massive, immobilisant presque toute la flotte de la garde côtière islandaise. Cependant, en mai 1973, ils étaient de retour en action contre les chalutiers, provoquant une intense série de négociations entre Londres et Reykjavik. Cependant, alors que les négociations commençaient, des nouvelles arrivaient que la garde côtière islandaise continuait à couper les filets, même pendant que les deux parties parlaient, rendant les négociations d'autant plus difficiles. Avec des discussions stériles et leur sécurité et en danger, les pêcheurs britanniques en avaient finalement assez et ont refusé de prendre la mer sans une protection adéquate. Is n'avait d'autre choix que de faire appel à la Royal Navy. Le 23 mai 1973, l'opération Dewey a commencé avec 3 frégates britanniques, la Cléopatra, la Lincoln et la Plymouth, entrant dans la région contestée avec pour ordre de protéger les chalutiers britanniques. Toutefois, leur méthode supposée n'était pas toujours évidente. Les frégates se positionneraient derrière les chalutiers dans le but de bloquer la côte islandaise pour empêcher le déploiement de leurs coupe-filets. Mais si le capitaine islandais se sentait audacieux, il forçait parfois son passage, les capitaines britanniques n'étant pas autorisés à les percuter en premier, car les navires de guerre britanniques, avec leurs coques plus minces, étaient donc conçus pour chasser les sous-marins soviétiques et non pour percuter des canonnières renforcées. Aidant à l'opération, les avions de patrouille maritime de la Royal Air Force, qui, en plus de surveiller l'activité soviétique, gardaient également une trace des bateaux de la garde côtière islandaise. Les marins et aviateurs soviétiques traversant le Great Gap ont dû trouver amusant de voir 2 grands membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord se traiter mutuellement comme des ennemis plutôt que comme des alliés. Le gouvernement islandais était furieux de l'incursion de navires de guerre et d'avions britanniques dans ce qu'il considérait comme leur territoire légal. Une fois de plus, il y a eu des protestations en colère à l'ambassade britannique à Reykjavik, ce qui a conduit à la destruction de fenêtres et au vandalisme du bâtiment, tandis que selon l'ambassadeur des États-Unis en Islande à l'époque, Frederick Irving, le Premier ministre Olafur Jóhannesson, a commencé à exiger que, dans le cadre de leur accord de défense, les États-Unis envoient des jets pour bombarder les frégates britanniques. Jóhannesson a également cité l'article 5 de l'adhésion à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, selon lequel une attaque contre un pays membre est une attaque contre tous, et qu'en violant ce qu'il considérait comme le territoire islandais, avec des navires de guerre, l'Islande était effectivement sous invasion britannique. La décision de la Cour internationale de justice a aidé à éviter les querelles juridiques, mais la situation mettait les États-Unis et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord dans une position extrêmement difficile. Le jeu du chat et de la souris entre la garde côtière islandaise et les chalutiers britanniques avec leur protection continue. La première collision a eu lieu le 1er juin entre l'Aegir et le Her Majesty's Ship Scylla et de nombreuses autres se produiraient, variant en gravité au cours des mois qui ont suivi. Le 20 juin, le remorqueur Lloydsman servait de tampon pour un chalutier en provenance de Grimsby lorsque le navire de la garde côtière Odin s'est approché. L'Odin est passé à pleine puissance et a tenté de couper la route du Lloydsman et de couper le filet du chalutier. Mais le Lloydsman est également passé à pleine puissance et a plutôt coupé la route à l'Odin. L'Odin a essayé de faire marche arrière avec ses moteurs, mais il avait déjà développé tellement d'élan vers l'avant qu'une collision était inévitable et il a heurté le côté tribord du super remorqueur britannique. Le Lloydsman avait subi peu de dommages comparé à l'Odin, mais la situation allait devenir encore plus dangereuse car l'Odin chargeait ses canons et commençait à menacer de tirer sur le Lloydsman. Ce n'est que l'arrivée d'une frégate britannique qui a contraint l'Odin à se retirer. Dans un effort pour freiner la crise grandissante, le 16 septembre 1973, le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, Joseph Luns, a été contraint de se rendre à Reykjavik pour tenter de trouver une solution. Il a été accueilli par une réception plutôt hostile de la part du peuple islandais qui se sentait trahi par l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord pour ne pas avoir forcé la Grande-Bretagne à retirer ses navires de guerre de la zone contestée.
L'incident alimentant le nationalisme et le patriotisme, des appels ont été lancés dans toute l'Islande pour fermer la base de Keflavik et se retirer de l'alliance de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, car l'adhésion ne semblait servir que les intérêts étrangers. Loin des eaux contestées, des événements se déroulaient qui auraient un impact profond non seulement sur le cours de la Seconde Guerre de la Morue et l'industrie de la pêche au Royaume-Uni, mais sur le pays dans son ensemble. Le 1er janvier 1973, après 10 ans de négociations, le Royaume-Uni a rejoint la Communauté économique européenne et a été intégré au marché commun. Avant l'entrée du Royaume-Uni, la Communauté économique européenne a adopté la politique commune de la pêche qui permettait aux États membres de pêcher dans les eaux des États membres voisins. Le Royaume-Uni a tenté de résister à cette politique, mais les membres fondateurs de la Communauté économique européenne en ont fait une condition d'adhésion, et ainsi le gouvernement Heath a accepté à contre-cœur. Au départ, la politique a surtout impacté les flottes de pêche côtière britanniques, fortement touchées par l'accroissement de la concurrence. Quant à la flotte hauturière à longue distance opérant autour de l'Islande, il est devenu plus important que jamais qu'ils conservent leurs droits de pêche dans la limite des 50 miles, car il y avait maintenant moins d'options pour eux sur d'autres bateaux si leur propre bateau était saisi ou si leur propriétaire devait faire faillite. Deuxièmement, 1973 a vu le début de la 3e Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui visait à régler une fois pour toutes les litiges entourant la taille des zones d'exclusion économique. En 1947, les pays sud-américains du Chili et du Pérou revendiquaient des zones dans la région des 200 miles, et cela s'est révélé bénéfique pour les deux parties. En fait, lors de leurs propres discussions pour étendre leur propre zone d'exclusion économique à 50 miles, le gouvernement islandais a envisagé de suivre le précédent sud-américain et de revendiquer la même chose, mais a abandonné l'idée au motif que la garde côtière islandaise ne pouvait pas raisonnablement la surveiller. Au début de la Convention, de nombreux pays ont soutenu une limite universelle de 100 miles et cela aurait eu un impact majeur sur la Seconde Guerre de la Morue, car cela signifiait que la Grande-Bretagne se battait pour conserver des zones de pêche qui, en quelques années seulement, pourraient légalement être reconnues comme territoire islandais de toute façon. En conséquence, et avec l'Islande se rapprochant de plus en plus de la sortie de l'alliance militaire de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, la position du Royaume-Uni était presque intenable, et tout ce que leurs négociateurs pouvaient espérer était de limiter les dégâts. Le 8 novembre 1973, un accord a été conclu qui limiterait les activités de pêche britanniques à certaines zones à l'intérieur de la limite de 50 miles nautiques désignée par l'Islande. Les chalutiers britanniques étaient limités à une prise annuelle de pas plus de 130 000 tonnes, ce qu'Edward Heath a décrit comme acceptable pour la presse britannique, malgré les demandes initiales britanniques pour que la limite soit de 145 000. De plus, il était strictement interdit aux chalutiers-usines d'entrer dans la zone d'exclusion économique islandaise à tout moment. L'accord serait en vigueur pendant 2 ans, après quoi il serait réévalué. Ce que beaucoup craignaient n'était que retarder une autre confrontation inévitable si la Convention des Nations Unies acceptait la limite des 161 km. Néanmoins, pour le moment, les Britanniques avaient retiré leurs navires de guerre et leurs remorqueurs, et l'Islande se réjouissait d'une autre victoire. Cependant, la paix qui a suivi était précaire, et la garde côtière islandaise était toujours vigilante face aux capitaines de chalutiers britanniques voyous qui continuaient à violer la limite des 80 km. Un de ces capitaines, qui était devenu une figure notoire pour eux, était Richard Taylor, qui avait été arrêté et condamné à plusieurs reprises et même emprisonné 2 fois pour avoir pêché dans les eaux contestées. Selon le récit de Taylor, le 19 juillet 1974, alors qu'il commandait le chalutier capitaine de navire Forester, il avait laissé des instructions à l'un de ses équipiers sur le pont pour maintenir leur cap qui éviterait la zone d'exclusion économique, et vers 3 heures du matin, il s'était retiré dans sa couchette pour se reposer. C'est vers 5 heures du matin que Taylor a été réveillé par les membres de l'équipage, qui étaient venus lui dire qu'ils avaient été interceptés par le navire de la garde côtière islandaise Thor. En vérifiant la position de la Terre sur le radar, Taylor s'est rendu compte qu'ils avaient navigué à l'intérieur de la zone d'exclusion économique et que, compte tenu de sa réputation, les autorités islandaises ne croiraient jamais que c'était une erreur. Il prendrait probablement aussi un grand plaisir à le mettre en prison pendant plusieurs années, comme avertissement pour les autres.
Il a donc décidé de prendre la fuite et s'est dirigé vers les eaux britanniques avec le Thor à ses trousses. Après une poursuite de 100 miles, le capitaine de navire, Forrester était près des limites des îles Féroé, où il serait en sécurité lorsque Taylor a reçu un appel radio du capitaine du Thor, Oskildur Sarfedinson, expliquant qu'il avait reçu des ordres de Reykjavik pour l'arrêter à tout prix. Le Thor a tiré des coups non explosifs en direction du CS Forrester, qui sont tombés à court du chalutier en fuite, mais c'était suffisant pour faire comprendre à Taylor qu'ils étaient sérieux. Ayant changé le canonnier sur Thor, les 2 prochains obus ont frappé le chalutier britannique, dont un qui a touché la salle des machines, mettant fin à la poursuite. Le CS Forrester a été immédiatement abordé et Taylor a été arrêté. Le garde islandais lui a dit qu'il retournerait en prison, ce qui pour lui devait devenir une sorte de colonie de vacances. Il a été condamné à une amende de 5 000 livres sterling et a passé 30 jours en prison avant d'être libéré sous caution, payé par les propriétaires du bateau qui ont dû payer 26 300 livres sterling supplémentaires pour la libération du chalutier, l'équivalent d'environ $250 000 de livres d'aujourd'hui. Probablement la pire partie pour Taylor était que lorsqu'il s'attendait à se réveiller ce matin, son équipage serait en train de ramener leur prise et de retourner à Hull au lieu d'une cellule islandaise. C'était comme si l'histoire était condamnée à se répéter. Alors que l'accord de 2 ans avec le Royaume-Uni touchait à sa fin, le gouvernement islandais a commencé à discuter de l'avenir de l'industrie de la pêche vitale du pays. Les voix au sein du gouvernement, qui avaient appelé à l'extension de la zone d'exclusion économique à 200 miles en 1972, poussaient à nouveau pour que cette limite soit imposée, affirmant que la Grande-Bretagne et l'Europe n'auraient d'autre choix que de l'accepter comme elles l'avaient fait précédemment. Ainsi, le 15 juillet 1975, ils ont annoncé au monde leur intention d'étendre une fois de plus leur zone d'exclusion économique. Une fois de plus, la préservation des stocks de poissons a été citée comme raison, mais même certains scientifiques islandais ont soutenu que la limite des 50 miles était plus importante à cet égard en raison des nurseries de morues dans cette région, suscitant davantage de théories du complot britannique en Europe sur une collusion islandaise avec l'Union soviétique pour affaiblir l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. D'autres, en revanche, y voyaient l'Islande essayant de repousser la récession mondiale qui ravageait les économies occidentales à la suite de la crise pétrolière de 1973 en s'appropriant le marché de la morue de la mer du Nord. Une limite de 200 miles sonnerait le glas de la flotte de pêche en haute mer de la Grande-Bretagne, et le gouvernement travailliste récemment élu, sous Harold Wilson, a protesté vigoureusement, tout comme un certain nombre de nations européennes. Cependant, comme auparavant, ils sont tombés dans l'oreille d'un sourd islandais, et après la fin de l'accord précédent, le 13 novembre 1975, les chalutiers britanniques se sont à nouveau retrouvés sous l'attaque des canonnières islandaises et de leurs coupe-filets. Juste 3 jours après la fin de l'accord, le chalutier Primela a vu ses filets coupés par la garde côtière islandaise, déclarant ainsi le début de la Troisième guerre de la morue. Avec tant en jeu, les tempéraments s'enflammaient maintenant positivement parmi les pêcheurs, la garde côtière islandaise et les équipages de la Royal Navy. Il semblait que cette fois, les choses avaient dépassé l'impact économique de celui qui sortirait victorieux, et maintenant chaque côté avait quelque chose à prouver. Moins de 24 heures après que les filets de la Primela aient été coupés, les torques se sont effondrés, marquant une grave détérioration de la situation que le gouvernement islandais a affirmé n'avoir été qu'aggravé par le retour des remorqueurs et des navires de guerre britanniques dans la zone nouvellement contestée. Le 6 décembre 1975, le remorqueur Euroman faisait obstruction contre le bateau de patrouille Thor, mais n'a pas pu empêcher la coupure des câbles du chalutier, après quoi le remorqueur a heurté le navire islandais. Cela a été revendiqué comme un acte délibéré par les Islandais, et en quelques jours, Thor serait à nouveau endommagé dans un incident similaire, cette fois avec le navire de guerre britannique Her Majesty's Ship Falmouth. Mais c'est l'incident qui s'est produit le lendemain, le 11 décembre 1975, qui allait susciter la plus grande controverse de tout le conflit. Alors que des diplomates de haut rang des 2 nations étaient à un sommet de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord à Bruxelles, 3 navires britanniques, le remorqueur Lloydsman, le navire de ravitaillement de plateforme pétrolière Star Aquarius et son navire jumeau, Star Polaris, cherchaient tous à se mettre à l'abri d'un coup de vent de force 9 dans les eaux territoriales islandaises. Les navires opéraient en soutien de la flotte de chalutiers britanniques,
mais ne fournissait pas ce soutien à ce moment-là. Les récits de ce qui s'est passé ensuite diffèrent selon le côté qui explique ce qui s'est passé. Selon le récit islandais, Thor avait reçu l'ordre d'enquêter sur les navires et dès qu'ils ont été identifiés, il leur a immédiatement ordonné de quitter les eaux islandaises. Les navires britanniques ont initialement obéi sous l'escorte du Thor, mais après un court moment, l'étoile Aquarius a soudainement tourné et a éperonné le canonnière. Thor a augmenté sa vitesse, tentant de s'échapper, mais a été coupé par les Lloydsmen, qui ont continué à éperonner le canonnière nettement plus petit, infligeant des dégâts importants. Se rendant compte qu'ils étaient dans un piège britannique, les Islandais ont armé leurs canons et tiré un seul coup en autodéfense sur l'étoile Aquarius, ce qui a forcé le remorqueur à reculer et a permis au Thor blessé de s'échapper. Cependant, cette version est contestée par les récits britanniques qui prétendent que la garde côtière islandaise est arrivée sur les lieux et a menacé de commencer à tirer à moins que les navires ne se rendent. Les Britanniques ont refusé, et alors qu'ils sortèrent de la zone, l'équipage du Thor a tenté de monter à bord de l'étoile Aquarius, mais en a été empêché par les Lloydsmen, ce qui a entraîné la collision, après laquelle le Thor a déchargé son canon. Certaines sources ne sont même pas claires quant à savoir quel remorqueur britannique a été touché par l'obus qui a été tiré, certains récits islandais affirmant que c'était le Lloydsman et non l'étoile Aquarius. Quoi qu'il en soit, les deux parties se sont mutuellement accusées de l'incident, aggravant encore les tensions et rendant les négociations d'autant plus difficiles. D'autant plus que la position britannique avait déjà été affaiblie par l'accord de l'Allemagne de l'Ouest pour limiter ses prises dans la zone contestée. Le Royaume-Uni avait essayé de négocier une limite de 110 000 tonnes, mais compte tenu des événements en mer, les Islandais ont refusé plus de 65 000. En janvier, le Thor réparé a de nouveau été impliqué dans des collisions avec des navires britanniques, certaines accidentelles et d'autres délibérées, et les deux parties admettront plus tard être coupables de cette dernière. Était l'animosité contre les adversaires. Parfois, le différend devenait personnel, avec des échanges houleux par radio entre les capitaines de la Royal Navy et de la garde côtière islandaise. Des capitaines islandais ont reconnu avoir programmé leurs essais de coupure des filets ou d'abordage des chalutiers pour coïncider avec les heures de repas classiques sur les bateaux de guerre britanniques, afin d'irriter les équipages britanniques. La garde côtière islandaise a également enregistré les transmissions radio entre les frégates et les chalutiers, puis les a rejouées plus tard pour dérouter les capitaines des chalutiers. Certains navires de la garde côtière étaient également équipés de protubérances, connues des Britanniques sous le nom d'ouvre-boîte, conçues pour augmenter les dégâts sur les coques relativement faibles des frégates britanniques. Mais le plus souvent, les petits bateaux islandais étaient les plus touchés par les collisions et les éperonnages. Les navires de guerre britanniques proposaient souvent leur aide via radio après les conflits, mais les équipages islandais auraient préféré sombrer avec leurs navires plutôt que d'accepter l'assistance de la Royal Navy. Le moral et le soutien pour l'opération demeuraient forts parmi les équipages des navires britanniques, voyant les trawlermen comme leurs frères, notamment car nombreux étaient d'anciens marins de la Navy. Certains équipages britanniques ont pris goût à l'éperonnage et étaient impatients de s'y mettre, pour ainsi dire, avec des capitaines britanniques qui créaient des situations de sorte que toute collision qui se produirait semblerait être la faute des Islandais, essayant de contourner le navire de guerre pour couper les filets des chalutiers. En effet, durant une majeure partie du conflit, les Islandais paraissaient plus agressifs, malgré une flotte britannique fortement armée dans la région. Une bataille typique de la Troisième Guerre de la Morue a eu lieu le 12 février 1976 lorsque le Her Majesty's Ship Diomed tentait de bloquer le navire de la garde côtière islandaise Balder. Lorsque les deux se sont engagés dans une série d'éperonnages, aucun navire ne voulant céder à l'autre. Le capitaine du Balder, Oskildur Skjafedinson, était bien connu des Britanniques comme un capitaine agressif, et il n'a pas déçu l'équipage du Diomed, faisant jusqu'à 20 tentatives pour contourner le navire de guerre et couper les filets des chalutiers opérant à proximité. Au cours de 4 de ces tentatives, les deux navires sont entrés en collision, causant des dommages importants à chacun, le Diomed se retrouvant avec une entaille de 3,65 mètres dans sa coque, l'obligeant à retourner au port. Pendant ce temps, la situation à terre s'aggravait chaque jour. Le député britannique et secrétaire d'État à l'environnement, puis aux affaires étrangères après avril 1976, Anthony Crosland, a décrit la situation avec l'Islande comme étant une menace plus grande,
pour l'organisation du traité de l'Atlantique Nord que la région du Moyen-Orient déstabilisée. Encore une fois, la frustration islandaise s'est concentrée à la base de Keflavik, entraînant des manifestations massives à l'entrée. Moins d'une semaine après l'incident entre le Diomed et le Balder, l'Islande a pris la mesure dramatique de rompre les liens diplomatiques avec le Royaume-Uni. Les négociations auraient désormais lieu via l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et même le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Ni l'un ni l'autre ne semblant porter de fruits, et les navires de guerre britanniques étant toujours dans la zone contestée, l'Islande a commencé des négociations avec les États-Unis pour l'acquisition de 4 canonnières de classe Asheville qui pourraient être armées de missiles anti-navires. Ne voulant pas aggraver davantage la situation, les États-Unis ont refusé, et donc Reykjavik a de nouveau joué sa carte maîtresse de la guerre froide et s'est tourné vers l'Union soviétique pour entamer des négociations pour l'acquisition de frégates de classe Mirka. Il reste à débattre de la gravité des Islandais à propos de l'acquisition, tout comme de la manière dont ils auraient été utilisés s'ils avaient été acquis. Ce qui est certain, cependant, c'est que la simple pensée d'un équipement soviétique acheté et utilisé par un allié de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord contre les navires d'un autre membre avait potentiellement des répercussions mondiales et alimentait l'effort diplomatique pour trouver une résolution. De retour au Royaume-Uni, les politiciens commençaient déjà à être désenchantés par le coût économique et politique de la Troisième Guerre de la Morue. En 1973, le gouvernement travailliste, face à une économie en récession, procédait à des réductions militaires significatives tout en finançant un déploiement majeur de navires de guerre. Ce financement couvrait la réparation des navires endommagés par des collisions avec les canonnières islandaises. De plus, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer était toujours en cours et jouait maintenant avec l'idée d'accepter 200 miles comme limite pour la zone d'exclusion économique d'une nation. Donc, encore une fois, le Royaume-Uni luttait pour garder des zones de pêche qui seraient légalement celles de l'Islande dans quelques années. Même la poursuite du combat par principe nuisait au prestige de la Grande-Bretagne, car le Royaume-Uni semblait prêt à profiter de la zone d'exclusion économique de 200 miles grâce aux réserves de pétrole et de gaz découvertes au nord de l'Écosse. John Prescott, membre travailliste du Parlement européen et lui-même représentant élu à la fois de l'Union des marins et député de Hull, a entrepris une visite diplomatique non officielle en Islande afin de commencer des discussions avec ses collègues islandais. La presse conservatrice britannique a vite diabolisé Prescott pour avoir rencontré des capitaines de la garde côtière islandaise qui attaquaient les chalutiers britanniques, démontrant que certaines personnes en Grande-Bretagne étaient prêtes à discuter. Avec la médiation de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, les négociations ont repris, mais ont été presque immédiatement torpillées par un autre incident grave en mer. Le soir du 6 mai 1976, le patrouilleur islandais Tyr a été intercepté par la frégate Her Majesty's Ship Falmouth, alors qu'il essayait de couper les filets du chalutier Carlisle. Le capitaine du Falmouth, Robert Plumer, a informé le Tyr que ses ordres avaient été modifiés pour donner au chalutier sa pleine protection, et lorsque cela n'a pas dissuadé le navire islandais, il a ordonné la vitesse d'éperonnage. En percutant le Tyr à 22 nœuds, l'impact a presque fait chavirer le navire et a projeté l'équipage contre les murs. Le Tyr a réussi à éviter de justesse le naufrage, et dans un acte de défiance islandaise traditionnelle, il a toujours fait route vers le Carlisle, poussant le Falmouth à s'écraser une fois de plus contre le navire islandais. Le Tyr était désormais sérieusement endommagé et partiellement dépowerisé. Craignant une autre attaque à la rame, le capitaine Gudmundur Kearnested a donné l'ordre de manœuvrer les canons du Tyr, menaçant le navire britannique de tirer s'il tentait quoi que ce soit à nouveau, même si le Falmouth surclassait largement son navire en termes d'armement. Cependant, le Falmouth avait également subi de graves dommages structurels à sa proue, et ainsi les deux navires se sont éclipsés vers leurs bases respectives pour commencer leurs réparations importantes. La médiation de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord était chargée de tensions, car aucun des deux côtés n'était prêt à reculer ou à arrêter leurs opérations avant qu'un accord ne soit atteint. Le 1er juin 1976, un accord a été signé, autorisant le retrait définitif des navires de guerre britanniques, marquant la fin des guerres de la Morue. L'accord a largement favorisé l'Islande, car il a non seulement contraint la Grande-Bretagne et l'Europe à reconnaître la zone d'exclusion économique de 321 km de l'Islande, mais il a limité la Grande-Bretagne à seulement 24 chalutiers pour continuer à pêcher dans la région.
Ils ont pris seulement 30 000 tonnes moins de la moitié de l'offre de l'année précédente. Les guerres de la morue ont été dévastatrices pour la flotte de pêche britannique, et les membres de la Communauté économique européenne, qui bien sûr se transformerait en Union européenne et la politique commune de la pêche, a seulement davantage érodé l'industrie en Grande-Bretagne. Selon les chiffres du gouvernement britannique, en 1938, il y avait 47 000 pêcheurs commerciaux actifs au Royaume-Uni, et cela exclut de nombreuses fois ce nombre employé dans la transformation et la distribution des prises. En 2021, il n'y a que 12 000 pêcheurs commerciaux et l'industrie représente moins d'0,1% de l'économie. Le prestige britannique a également pris un coup. Tout comme la fierté nationale, beaucoup de ceux qui ignorent le tableau général se demandant pourquoi la Royal Navy n'a pas simplement coulé les navires de la garde côtière islandaise. Les guerres de la morue ont présenté une étude de cas fascinante démontrant le pouvoir d'une diplomatie forte sur la puissance de feu, car c'était l'importance de la coopération continue de l'Islande avec l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et particulièrement les États-Unis qui a finalement remporté la journée. De même, si la Royal Navy n'avait pas fait preuve d'une énorme retenue dans l'utilisation de ses armes, alors la situation aurait pu se détériorer rapidement, menaçant l'alliance de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et pouvant même modifier le cours des dernières décennies cruciales de la guerre froide. Le prestige islandais n'est pas non plus sorti indemne. Ils étaient considérés comme arrogants, égocentriques et un peu trop prompts à faire feu. Les menaces répétées de fermer la base de Keflavik et la rapidité avec laquelle ils ont accepté l'aide soviétique ont amené beaucoup de personnes au sein de l'alliance de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord à se demander où se trouvaient réellement les loyautés islandaises et ce qu'ils feraient si la situation avec les soviétiques changeait radicalement, menant à la menace de guerre. Heureusement, cela ne s'est jamais produit. Les relations entre la Grande-Bretagne et l'Islande se sont nettement améliorées depuis la fin des années 1970. En 2019, le gouvernement islandais a exprimé sa gratitude pour le déploiement par la Royal Air Force de bombardiers de chasse Typhoon dans le pays pour protéger son espace aérien contre les bombardiers et les avions de surveillance russes. Quant à la Royal Navy, sa réputation a peut-être été entachée par les guerres de la morue, mais elle a été entièrement restaurée 6 ans plus tard lorsque le Royaume-Uni a entrepris l'opération Corporate pour reprendre les îles Malouines saisies par l'Argentine. En plus de ses capacités militaires, la Royal Navy a démontré son extraordinaire compétence logistique en menant une campagne réussie à environ 8000 miles de sa base principale au Royaume-Uni. Malheureusement, cependant, la question des droits de pêche, non seulement en Europe, mais dans le monde entier, continue de poser des problèmes pour les nations maritimes. En 1993, des affrontements fréquents ont eu lieu entre patrouilleurs britanniques et pêcheurs français pour les droits de pêche dans la Manche. Dans les années 1990, le Canada et l'Espagne se sont disputés sur la pêche illégale de flétans et de turbots par des navires espagnols dans les eaux canadiennes. Cela a ensuite été nommé la guerre du turbo. Bien que moins dramatique que les guerres de la morue, des tirs de sommation ont été réalisés par des navires canadiens. Avec le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, la question des droits de pêche a refait surface, devenant un sujet extrêmement controversé dans les négociations du Brexit. Le temps nous dira comment ils affecteront les relations commerciales futures entre le Royaume-Uni et l'UE, et ce que cela signifierait pour l'application de ces accords.